nouveau numéro de Reporters. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le site qui nous accueille ce jour, nous sommes à Mikonga Cimetière. Vous avez été nombreux à participer massivement le jeudi passé et nous tenons à vous remercier. Vous nous avez suivis à partir du Bukavu, de Lubumbashi, de Kisangani, du Kasaï, du Bas-Congo, ici à Kinshasa, en Afrique, au Congo-Brazza, au Gabon, en Afrique du Sud, au Maroc, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis et même à Kuala Lumpur. Vos SMS, vos appels ont été transmis à son Excellence, Monsieur le Ministre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas toujours, aujourd'hui, on vous concocte encore un nouveau reportage sur ces activités, comme ça sera d'habitude. Et nous revenons juste après. Au Moyen-Âge, la richesse et la puissance étaient liées à la terre. En République démocratique du Congo, la terre est une source naturelle d'une valeur inestimable, tant sur le plan économique, socio-culturel que politique. La terre, véritable source de subsistance et de génération des revenus au trésor public. L'accès à la terre et la sécurisation des droits fonciers sont primordiaux et un volet très important à la réduction et à l'éradication des conflits et de la pauvreté. Dans la vision de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, comprendre les conflits fonciers s'avère par conséquent d'une importance capitale à la fois pour la paix sociale, pour la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable, car les problèmes liés au foncier sont au cœur des problématiques des politiques de développement et surtout que ces secteurs occupent une part très importante. Et dans la plupart des cas où des conflits sont survenus et où ils ont été égratignés, les rapports des hommes vivant en harmonie dans le milieu naturel de leur expérience, c'est-à-dire la terre, chercher à maîtriser ou à stabiliser la situation post-conflictuelle en commençant par l'aspect foncier est une très bonne stratégie. En nommant un économiste à la tête du foncier pour gérer une source si stratégique, il est sûr d'avoir pris une bonne décision. Pour gérer la terre, il fallait un homme avec de grandes capacités d'écoute, de compréhension, d'appréhension, d'innovation. D'une pensée à un acte, le ministère des Affaires foncières a été confié au professeur Robert Mbouingabila. Mais une question plane dans tous les esprits. Mais pour faire quoi? En plein processus de la révolution de la modernité, vision qui doit être matérialisée par des actions, qui ferait un économiste qui tombe comme un cheveu dans une soupe. Mais avec le temps, le professeur Robert Mbouingabila matérialise la vision du chef de l'État en donnant une autre touche, sa propre touche au secteur foncier. Quatre points retiennent son attention dans le cadre de sa mission. La raréfaction de la terre, l'émergence de nouvelles transactions, le pluralisme institutionnel, ainsi que les politiques foncières étatiques. Le professeur Robert Mbouingabila a proposé un cahier des charges contenant une approche stratégique, rationnelle, plus durable, celui de la réforme foncière qui est primordiale au gouvernement congolais, conduit par le Premier ministre Matata Ponyo, sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui l'ont adopté, ont adhéré et ont pris en compte l'élaboration et la mise en application réelle d'une politique nationale foncière novatrice, concertée et inclusive.
Le professeur Robert Mbouingabila ainsi que le gouvernement congolais sont convaincus et persuadés que la sécurité de la teneur de cette réforme foncière passe par l'enregistrement des terres et l'octroi des titres fonciers, qui sont des formes qui permettent une grande incitation à l'investissement dans le domaine foncier et une voie sûre pour l'accès au crédit et au développement du marché foncier qui permet une meilleure allocation foncière aux utilisateurs efficients. La République démocratique du Congo a adopté un système de l'octroi de titres fonciers basé sur le bail amphithéotique allant jusqu'à 5 ans. Ainsi, la gestion foncière est basée sur un droit écrit novateur et non plus sur un droit coutumier qui n'offre aucune garantie d'investissement et de développement du capital foncier. Le souci primordial du gouvernement congolais est de mettre sur place une politique et loi foncière claire et sécurisant les exploitants fonciers. Outre la généralisation de l'enregistrement des terres et de l'octroi des certificats fonciers, et aussi de mettre en valeur la terre congolaise. L'amphithéose semble la mieux indiquée pour ce cas, à cause de son habileté à attribuer un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque, cessible et saisissable et pouvant être inscrit au certificat d'enregistrement. L'enregistrement des terres et l'octroi des titres fonciers sécurisent les tenanciers et amenuisent les conflits latents et les nombreux litiges soumis aux tribunaux. Et dans cette lancée, on peut espérer un lendemain augure des investisseurs et investissements dans le domaine du foncier. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Lotissement ndenge akala abuo pia. Lotissement sikoyo ekomi boye. Soki ye a signé arrêté apesi lotissement na Kinshasa. Promoteur aye. Promoteur aye, toloki to viabiliser site yango batie mai batie électricité basali mwanzela aye na plan bandako batongi bato babani ko s'inscrire pour ba souscrire plutôt pour bazwa bandako wana. Makambo chef coutumier Kinganja azopesa biso mabele botika. Donc solo elengi penza ozo bonga mboka ona ba parquer ba dossier leki mini ya mabele yango mbalo oyo makambo lotissement abu pia chef de groupement chef coutumier aza sous la pouvoir moko ya mabele te mutana pouvoir ya mabele yo asimalanga papa Mwinga yende mutana pouvoir ya mabele ya ko signer comme pesa mo matière concurrente mingi abenginga to sololi to yokani po ngam nazana hors république makambo kelibala.
Excellence, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter une fois de plus notre invitation. Je vous ai transmis plusieurs des SMS, des appels des téléspectateurs. Et donc, comme on l'avait dit depuis le départ, cette émission, c'est les téléspectateurs qui sont comme des réalisateurs. D'abord, la première question pour moi, en tant que journaliste, c'est celle de savoir, comme tout le monde, lorsqu'on acquiert un lopin de terre, quels documents faut-il, à qui s'adresser et comment mener ces démarches et quel est le coût surtout? Je pense qu'il faut poser la question différemment. Comment acquiert-on un lopin de terre? C'est important parce que très souvent les gens viennent nous dire voilà, moi j'ai acquis ça en ayant acheté chez le chef coutumier, en ayant acheté chez le chef des quartiers, en ayant acheté chez les bourgmestres ou en ayant acheté, je ne sais pas, à une succession du chef coutumier et tout ça. Tout cela n'est pas correct. On ne peut pas acquérir un lopin de terre auprès des gens qui n'ont pas qualité pour distribuer la terre. Donc la question c'est comment acquérir. Pourquoi acquérir d'abord un lopin de terre? Pour diverses raisons. Vous avez besoin de pouvoir construire votre résidence. Il vous faut un lopin de terre sur lequel vous allez construire votre résidence. Vous avez besoin de faire des activités agricoles. Vous avez besoin d'acquérir un lopin de terre pour réaliser ces activités. Vous avez besoin, pour des opérateurs économiques, des grands industriels, d'implanter une usine, eh bien vous avez besoin d'un lopin de terre pour le faire. Donc tout se fait sur de lopin de terre. Donc, au terme de la loi foncière, eh bien, il faut s'adresser au ministère des Affaires foncières. Et comme vous le savez, nous avons différentes circonscriptions foncières à travers l'ensemble du territoire. Et donc, c'est auprès d'elles d'abord qu'il faut s'adresser. Pas chez les chefs coutumiers, pas chez les chefs de quartier, pas chez les bourgmestres, pas chez, je ne sais pas, chef de secteur ou quoi que ce soit. Il faut s'adresser à l'administration des affaires foncières dans les différentes circonscriptions. Ici où nous sommes, à quelques mètres d'ici, il y a un bureau de la circonscription foncière de Sélé-Maloukou. Donc, les amis qui ont envie d'avoir de terrain ici doivent s'adresser à la circonscription. Lorsqu'ils vont à la circonscription pour justement demander d'avoir un lopin de terre, ils vont remplir un formulaire qui s'appelle tout simplement la demande de terre. Et munis de cette demande de terre, nos services vont, si nous avons dans la politique actuelle les réserves foncières disponibles, ils peuvent en ce moment-là aller identifier dans cette réserve foncière un espace sur lequel ils vont pouvoir venir, en fait, un espace qu'ils vont vous attribuer. Ces espaces sont déjà normalement cadastrés et donc numérotés, et chaque lopin de terre a un numéro cadastral. Et donc on va vous donner un lopin de terre qui porte un numéro. Et vous allez signer avec la circonscription foncière un contrat d'occupation qui est votre titre de propriété de ce lopin de terre. En réalité, il ne s'agit pas véritablement d'un titre de propriété. Il s'agit plutôt d'un titre de jouissance, n'est-ce pas? Parce que la terre appartient à l'État, n'est-ce pas? Et donc, on vous permet, grâce à ces contrats d'occupation, de pouvoir effectivement, c'est son nom, occuper cet espace ou ces lopins de terre. Et d'ailleurs, la loi foncière vous dit, lorsque vous avez reçu cet espace-là, vous avez 6 mois pour l'occuper et vous avez 18 mois pour commencer la mise en valeur. Qu'est-ce que c'est que la mise en valeur? C'est simplement, en fait, la réalisation des activités pour lesquelles, vous avez demandé ce lopin de terre. Vous êtes allé à l'administration, vous avez dit, je veux avoir un espace foncier pour construire ma résidence. Donc, la mise en valeur, c'est la construction de la résidence. Vous avez demandé un lopin de terre pour faire des activités agricoles. Donc, la mise en valeur, c'est
les débuts des activités agricoles sur ces terrains-là. Alors vous me dites, ça coûte combien? Je continue et j'affirme que jusqu'à aujourd'hui, l'État ne vend pas la terre, puisqu'il en garde la propriété exclusive. Par contre, il y a des frais, n'est-ce pas, qui sont fixés par le ministère des Affaires foncières avec le ministère des Finances, et nous publions chaque année un arrêté interministériel, ministère des Finances, ministère des Affaires foncières, que nous transmettons aussi bien à l'administration centrale, c'est-à-dire au secrétariat général et toutes les directions qui y sont, et le secrétaire général est responsabilisé pour transmettre ces arrêtés interministériels dans toutes les circonscriptions. Nous avons même pris une directive obligeant, et je parle devant la population, je voudrais bien qu'ils comprennent ça, obligeant les conservateurs des titres immobiliers de pouvoir afficher, n'est-ce pas, à l'entrée de la circonscription foncière, ces arrêtés interministériels portant, fixant les frais nécessaires pour obtenir le droit de jouissance sur un lopin de terre. Donc, ne pas s'adresser à n'importe qui, s'adresser au service de l'administration des affaires foncières dans les circonscriptions foncières, passer la demande de terre, qui est un formulaire que eux-mêmes vous remettent, que vous remplissez, n'est-ce pas? Et sur base de ça, tenant compte de la disponibilité des espaces fonciers, eh bien, ils vont vous attribuer votre lopin de terre qui porte un numéro cadastral, sur base duquel vous allez signer un contrat d'occupation avec l'administration des affaires foncières, et à partir de là, vous avez le droit de pouvoir occuper ces terrains et le mettre en valeur. Les frais qu'il faut payer sont fixés par un arrêté interministériel, affaires foncières et ministère des Finances, et ces arrêtés sont à la disposition de toutes nos circonscriptions foncières qui ont l'obligation de pouvoir les afficher afin que nos concitoyens qui viennent demander des portions de terre sachent, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut payer. Et non pas qu'on puisse leur dire, bon, Yakawa, Okofuta autant et tout ça. Non, tout cela est fixé dans l'arrêté et il faut l'afficher, le publier pour que les gens sachent quand il vient, voilà ce que je vais payer comme frais par rapport à la demande de terre que j'ai faite. Excellence, Monsieur le Ministre, on va commencer par les questions de notre spectateur. Il y a M. Didier Pasaka de Kinshasa qui demande quelle est la place des chefs coutumiers dans ce processus-là. Aucune. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a aucune place de chef coutumier par rapport au processus de distribution de la terre. Aucune. La loi foncière, d'abord, pourquoi? Parce que la terre n'appartient à personne d'autre qu'à l'État. Dans la loi foncière, il a été prévu que pour les terres, et je vais expliquer ça clairement, les terres qui sont occupées par les communautés locales. Ces terres-là, les communautés locales jouissent de droits acquis. Qu'est-ce qu'on entend par terres occupées par les communautés locales? Ce sont les terres sur lesquelles les communautés locales font l'essentiel de leurs activités. C'est là qu'ils construisent leurs maisons, leurs huttes, tout ce que vous voulez. C'est là qu'ils font leurs activités agricoles. C'est là qu'ils font leurs activités de pêche, d'élevage, de chasse, etc. N'est-ce pas? Ces terres-là, de par la loi foncière, les communautés locales, ce n'est pas les chefs coutumiers. Les communautés locales jouissent de droits acquis, n'est-ce pas, pour exploiter ces terres-là. Donc il n'y a pas une place pour les chefs coutumiers par rapport à la distribution des terres. De la même façon que je le dis, ni les chefs coutumiers, ni les chefs de quartier, ni les bourgmestres, personne n'a la compétence légale ou la qualité légale de pouvoir distribuer la terre. D'ailleurs, je l'ai dit,
même lorsque vous êtes chef coutumier, notamment dans nos villages, dans nos groupements, dans nos milieux ruraux. Si vous êtes un chef, et un bon chef, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre la terre qu'exploitent vos sujets. Supposez qu'un papa se mette à vendre les chaises à la maison et tout ça. Est-ce que c'est un bon père? Ses enfants vont s'asseoir où? Donc exactement la même chose. Les chefs coutumiers, d'ailleurs dans la loi sur les statuts des autorités traditionnelles, nous avons obtenu au gouvernement qu'on leur confie la mission d'être des gardiens de la terre et non pas des vendeurs de la terre. Et à Kinshasa particulièrement, parlons de ça. Kinshasa est une ville. Nous savons, de par l'histoire, que ce sont les Téké et les Oumbu qui sont les premiers habitants de Kinshasa. Nous sommes ici au quartier Mikonga 2. Est-ce qu'il n'y a que les Téké qui habitent ces quartiers? Est-ce qu'il n'y a que les Oumbu qui habitent ces quartiers? Bon. Donc Kinshasa est une ville cosmopolite. Lubumbashi est une ville cosmopolite. Matadi est une ville cosmopolite. Toutes nos villes ne sont pas des villes qu'on peut considérer comme étant des terres occupées par des communautés locales. Ça n'existe pas. Donc lorsque j'entends des chefs coutumiers dire « ici ce sont mes terres à moi », je pose la question, quelles sont les communautés locales? Vos communautés locales, ils vivent où? Ils font leur plantation où? Ils font leur chasse ou leur élevage où? Quels que soient les quartiers dans lesquels vous êtes à Kinshasa, vous ne trouverez pas une communauté locale qui est restée depuis l'époque de Stanley et qui occupe des terres. Donc, je répète, il n'y a pas de place pour les autorités traditionnelles comme pour la petite territoriale dans le cadre de la distribution de terres. Aucune place. La deuxième question est celle de M. Nyembo Jonathan, qui est géomètre topographe à Kisangani, qui se demande pourquoi dans vos opérations vous n'engagez pas la main-d'œuvre locale. Il est au chômage. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des étrangers parmi les gens de l'administration qui sont ici? La main-d'œuvre locale, ça veut dire quoi? La main-d'œuvre locale, si je comprends bien sa préoccupation, c'est de dire, quand je suis à Kisangani, je dois prendre les enfants de Kisangani. Quand je suis à Boma, je dois prendre les enfants de Boma. Quand je suis à Kinshasa, je dois prendre les enfants de Kinshasa. Lesquels, je ne sais pas. Si je suis en Sélé, je ne peux prendre que les gens de Sélé. Non. D'abord, le recrutement au sein de l'administration publique ne se fait pas par les ministères. C'est centralisé au niveau du ministère de la fonction publique. Nous, nous présentons les besoins. Nous pouvons même présenter des candidats. Mais l'engagement dans la fonction publique ou dans l'administration publique n'est pas de la compétence de chaque ministère. C'est le ministère de la fonction publique qui a la compétence de pouvoir engager et même affecter dans la fonction publique. Donc je voudrais dire à notre ami, non. Et puis la fonction publique n'est pas tribalisée ou régionalisée ou provincialisée. Vous êtes Mukongo, je dois vous envoyer aller travailler au Kasaï. Vous êtes du Kasaï, je dois vous envoyer aller travailler à Bandundu. Vous êtes du Katanga, je dois vous envoyer aller travailler au Maniema. Nous ne sommes pas dans une fonction publique régionalisée ou provincialisée ou je ne sais pas tribalisée. N'est-ce pas? Maintenant, il est évident que nous avons des besoins. Nous avons envie, et il y a un programme au niveau du gouvernement de, à la fois, rajeunissement de l'administration publique, parce que c'est vrai, nous avons beaucoup de nos amis, nos concitoyens et nos cadres et agents de la fonction publique qui ont atteint l'âge de la retraite, qui ont même dépassé l'âge de la retraite, mais en raison de tout ce que nous avons comme engagement vis-à-vis notamment de bailleurs de fonds et particulièrement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, eh bien, nous y allons par étapes.
Mais donc, nous avons besoin, effectivement, de recruter des plus jeunes et des gens mieux formés. La plupart de nos géomètres ne sont pas des gens qui ont été formés sur l'État. Ils viennent de l'IBTP, ils viennent des écoles, nos propres écoles aussi, n'est-ce pas, du cadastre et des titres immobiliers, forment aussi nos techniciens. Et donc, je ne pense pas que nous ne recrutons pas la main-d'œuvre locale. Ce n'est pas à nous de recruter, c'est la fonction publique. Nous exprimons les besoins, nous présentons même des candidatures et nous prenons tout ce que nous estimons avoir les compétences pour travailler au sein de notre administration publique. Je répète que l'administration publique n'est pas provincialisée ou régionalisée ou tribalisée et donc nous ne considérons pas l'origine provinciale ou tribale pour dire celui-là je vais l'affecter à tel endroit et celui-là je vais l'affecter à tel autre endroit. Excellence, une dernière question pour terminer ce magazine. Il y a un téléspectateur qui veut savoir quel avantage vous accordez au certificat d'enregistrement. Mais il n'y a pas d'avantage. Le certificat d'enregistrement, je veux le dire, c'est comme un enfant. Il passe ses examens d'État, il réussit, on lui donne son diplôme. C'est pas ça. Quelle est la valeur du diplôme? Mais c'est ça qui certifie que vous avez effectivement réussi vos examens, les cycles secondaires, et que maintenant vous êtes en mesure d'aller à l'université. Le certificat d'enregistrement, c'est le titre ou c'est le papier qui constitue les titres de propriété. Ça, c'est ma maison. Et pour prouver que c'est ma maison, je vous présente mon certificat d'enregistrement. Donc, ça a une valeur extrêmement importante parce que ça représente votre maison. Vous ne pouvez pas prendre votre certificat d'enregistrement et moi, Natiango Kuna. Non, il faut combattre l'angoboïté. Parce que c'est ça qui représente votre droit de propriété sur votre maison. N'est-ce pas? Ou sur votre concession, par exemple, pour ceux qui ont de certificats sur base des contrats d'amphithéose. N'est-ce pas? Donc ça a une valeur extrême. Je pense qu'il faut soigner ça comme la prunelle de ses yeux. Mais il faut aussi s'efforcer d'obtenir ces certificats. Et je veux le dire, parce que nos concitoyens nous écoutent. Les certificats ne coûtent rien. N'est-ce pas? Il n'y a pas un prix qui est attaché au certificat. Quand vous allez chercher votre passeport, on vous dira le coût du passeport, c'est autant. Quand vous allez chercher votre permis de conduire, on vous dira le prix du permis de conduire, c'est autant. Ce n'est pas la même chose pour les certificats. Les certificats, vous aurez les frais qu'il faut payer pour les travaux, parce qu'il y a des géomètres qui vont venir mesurer votre parcelle, mesurer la maison, qui vont faire le croquis et qui vont l'amener. Mais quand il est signé, quand vous avez payé ces frais-là, personne ne doit vous dire, bon, maintenant le coût du certificat, c'est 100 $, c'est 1000 $. Le coût du certificat aujourd'hui, c'est 0. Toyokani? Okofuta, Oyotolobi, Namokandra, Tobengi, arrêté interministériel, ministère des Affaires foncières, dans ministère de Finances. Bafutisiyo, Bafrewana, Bakoya kopesa yo certificat na yo, sans que baloba na yo, non, siko yo futa 200 $ parce que talo ya certificat ils allient 200 $. Lukuta na bango. Toyokani? Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Merci bien. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique qui m'a accompagné ici à Mikonga Cimetière. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous tenons à remercier tous nos téléspectateurs qui nous suivent
partout dans le monde. Ce magazine est participatif et interactif. Le numéro se trouve au bas de cet écran. Envoyez vos messages, envoyez vos préoccupations. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, se fera un réel plaisir de vous répondre très prochainement, le jeudi à 20h45. N'oubliez pas, ce magazine est rediffusé les mardis à 16h15. Je tiens à faire mes big dédicaces à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bouanga, Madame la DGAI de la RTNC. On se retrouve la semaine prochaine, la même heure. Au revoir et à bientôt.